Bonjour à tous. L'énéagramme suscite à la fois fascination et confusion. Certains y voient un outil de transformation profonde, d'autres un outil qui traite seulement des personnalités, d'autres un courant de développement personnel, voire une mode passagère. Pour naviguer avec discernement dans cet univers, il est important de clarifier ce qu'est l'énéagramme réellement, et aussi important de voir ce qu'il n'est pas. En premier lieu, nous allons nous intéresser à qu'est-ce qu'est l'énéagramme. L'énéagramme est avant tout un modèle de compréhension de la personnalité humaine. Il propose une structure qui identifie 9 profils fondamentaux, chacun caractérisé avec des motivations profondes, des peurs centrales et des stratégies comportementales spécifiques. Comme le souligne Hélène Palmer, qui est une pionnière de l'énéagramme moderne, l'énéagramme ne décrit pas ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. L'énéagramme en tant qu'outil existe seul en tant que tel, mais il s'inscrit dans un écosystème d'outils de développement personnel et professionnel. Il peut être utilisé en complémentarité avec d'autres approches, comme le MBTI, les Big Five en psychologie, la communication non violente, ou encore des pratiques comme la méditation de pleine conscience. Par exemple, je pourrais utiliser l'énéagramme pour identifier mes motivations profondes, c'est-à-dire pourquoi j'agis, le MBTI pour comprendre mes préférences cognitives, pour comment je traite l'information, et la CNV pour améliorer ma façon de communiquer mes besoins. Chaque outil peut apporter un éclairage différent et complémentaire sur ma personnalité. L'une des particularités remarquables de l'énéagramme est qu'il n'appartient à personne. Contrairement à certains outils de développement personnel qui sont protégés par des marques déposées ou des licences propriétaires, eh bien l'énéagramme demeure dans le domaine public. Cette liberté, elle a permis sa large diffusion et son adaptation à différents contextes culturels et professionnels. Cette absence de propriétaire, elle signifie que je pourrais me former à l'énéagramme auprès de différentes écoles, lire des ouvrages d'auteurs variés et développer ma propre compréhension sans être contraint par une autorité centrale unique. Cette liberté, elle constitue à la fois une richesse et un défi. Nous le verrons plus loin dans la vidéo. L'énéagramme peut être abordé de différents degrés de compréhension. Au niveau le plus basique, je pourrais simplement identifier mon profil dominant parmi les 9 et reconnaître quelques traits de caractère associés. C'est souvent par là que les gens qui s'y intéressent commencent, débutent, et cette entrée en matière, elle apporte déjà des éclairages très utiles. À un niveau plus intermédiaire, si j'ose dire, j'explorerai les dynamiques entre les profils, les ailes, c'est-à-dire les profils adjacents qui influencent le mien, les flèches de connexion qui indiquent comment mon profil évolue selon mon état de stress ou de sécurité. À un niveau plus avancé, on peut aller dans l'exploration qui touche aux sous-types instinctuels, survie, social, tête-à-tête, au niveau de développement pour chaque profil et à l'intégration des vertus et des passions. Cette profondeur, elle permet une compréhension nuancée et évolutive de soi-même et des autres. L'énéagramme possède des racines à la fois psychologiques et spirituelles, ce qui lui confère une richesse assez particulière. Certains enseignants, comme Richard Rohr, l'abordent dans une perspective spirituelle chrétienne, l'utilisant comme chemin de transformation intérieure et de connexion au divin. D'autres, comme Claudio Naranjo, psychiatre chilien qui a grandement contribué à son développement moderne, l'a ancré dans la psychologie et la thérapie. De cette façon, les praticiens de l'énéagramme peuvent s'en servir de différentes manières selon leurs valeurs ou selon leurs besoins. Certains utilisent le modèle à des fins très spirituelles, d'autres pour comprendre des blessures ou encore dans le but d'améliorer les relations. Et enfin, on peut l'utiliser encore de manière plus personnelle pour simplement mieux se connaître. En entreprise, il est utilisé pour améliorer la cohésion d'équipe, comprendre les styles de communication, par exemple, entre les collègues, ou encore identifier les angles morts en tant que leader. Contrairement à une vision figée de la personnalité, l'énéagramme reconnaît que nous sommes des êtres en évolution. Notre profil n'est pas une prison, mais plutôt un point de départ pour comprendre nos automatismes et orienter avec plus de conscience de nouveaux comportements. Les niveaux de développement conceptualisés par Don Rizzo et Russ Hudson
illustre comment notre profil peut s'exprimer de manière plus ou moins saine. En tant que profil 2, par exemple, je pourrais osciller entre des expressions altruistes et généreuses de mon profil, ça c'est dans un niveau sain, et des comportements manipulateurs cherchant à créer de la dépendance, à un niveau beaucoup moins sain. Cette compréhension, elle nous inviterait à grandir vers les aspects les plus nobles de qui nous sommes. À présent, nous allons voir ce que l'énéagramme n'est pas. Bien que l'énéagramme ait été intégré par certaines traditions spirituelles ou que ses origines sont parfois associées à des enseignements mystiques, l'énéagramme n'est pas une religion et ne requiert aucune croyance religieuse particulière. Il ne propose ni dogme théologique, ni rituel sacré, ni système de foi à adopter. Certes, certains auteurs comme Richard Rohr, dont je parlais avant, ont exploré les connexions entre l'énéagramme et le christianisme, et d'autres ont tissé des liens avec le soufisme ou encore avec le bouddhisme. Mais je pourrais être athée, agnostique ou pratiquant n'importe quelle religion et utiliser l'énéagramme avec la même pertinence. C'est un outil de compréhension des motivations qui restent neutres sur le plan religieux, même si certains choisissent de l'intégrer dans une démarche spirituelle et personnelle. Comme mentionné, l'énéagramme n'appartient à aucune école spécifique, aucune organisation ne peut revendiquer son monopole. Cette réalité, elle a des implications importantes. Nous ne serions pas obligés de suivre une formation certifiée par une institution particulière pour avoir le droit de l'utiliser ou de le transmettre. Cette liberté, elle a permis l'émergence de différentes écoles de pensée. L'approche narrative d'Hélène Palmer, l'approche psychodynamique de Claudio Naranjo, les niveaux de développement de Riso et Hudson, ou l'approche intégrale de Beatrice Chestnut, pour n'en citer que quelques-unes. Chacune apporte des nuances et des emphases différentes. Cependant, cette absence de régulation, elle signifie aussi que l'énéagramme n'est pas encadré par une autorité centralisée qui garantirait la qualité des enseignements. Nous pourrions rencontrer des enseignants de qualité variable, avec des intentions plus ou moins déontologiques, et donc il nous revient de faire preuve de discernement dans le choix de nos sources d'apprentissage et d'utilisation. L'énéagramme n'a rien à voir avec l'astrologie, avec les signes du zodiaque, ou encore une forme de divination de quoi que ce soit. Mon profil n'est pas déterminé par ma date de naissance, la position des planètes ou des facteurs externes à mon vécu psychologique. Il n'y aurait pas de compatibilité prédéterminée entre les profils basés sur des calculs ésotériques. L'identification de mon profil, elle passe par une exploration approfondie de mes motivations, de mes peurs, de mes patterns comportementaux, et ça nécessite du temps et de l'introspection. Je vais citer encore Hélène Palmer qui disait « On ne peut pas typer quelqu'un en le regardant. L'énéagramme concerne les motivations intérieures et pas les comportements extérieurs. » En tant que profil 4, par exemple, je ne partagerai pas nécessairement des traits communs avec toutes les personnes de ce profil au-delà des motivations fondamentales. Mon histoire personnelle, ma culture, mon éducation vont venir colorier l'expression de mon profil de manière unique. Bien que l'énéagramme soit étudié et que certaines études aient exploré sa validité, il ne constitue pas une science au sens strict du terme. Il n'y a pas de niveau de validation empirique comme des modèles comme le Big Five. Cela ne signifie pas qu'il serait sans valeur ou invalide. Il y a de nombreux outils de psychologie et en croissance personnelle qui offrent des éclairages précieux sans pour autant répondre à tous les critères de la méthode scientifiquement expérimentale. Nous pouvons considérer l'énéagramme comme un modèle phénoménologique fondé sur l'observation et l'expérience humaine, plutôt que comme théorie scientifique testable. La recherche sur l'énéagramme se développe néanmoins. Il y a des universités comme l'université de Stanford qui ont accueilli des enseignements sur le sujet, et l'Association internationale de l'énéagramme, elle encourage la recherche académique. Mais il faut rester conscient que nous sommes loin du consensus scientifique qui entoure d'autres produits psychométriques. L'énéagramme n'impose pas une vision unique et immuable de la personnalité. Il y a différents enseignants et écoles qui proposent des interprétations qui sont variées, parfois complémentaires, parfois contradictoires. Et cette diversité,
Elle pourrait être assez déstabilisante pour quelqu'un qui cherche des réponses définitives. Mais elle reflète aussi la richesse et la complexité de l'outil. Personne n'est obligé d'adhérer à toutes les théories proposées. Par exemple, il y a certains praticiens et enseignants qui insistent sur l'idée qu'on ne changerait jamais de profil au cours de notre vie, tandis que d'autres suggèrent une certaine fluidité. Certains mettent l'accent sur les sous-types instinctuels, d'autres les considèrent comme secondaires. Nous pouvons explorer ces différentes perspectives et développer notre propre compréhension. Ce non-dogmatisme, il invite à une approche personnelle et critique. Comme le suggère Béatrice Chestnut, l'énéagramme devrait être utilisé comme une carte, non pas comme un territoire. La carte n'est jamais le territoire lui-même. Contrairement à ce que certaines présentations simplistes pourraient le suggérer, l'énéagramme n'est pas un système simple qu'on peut maîtriser en quelques heures ou en lisant juste un livre. La profondeur et la subtilité du système requièrent du temps, de l'étude, des échanges et beaucoup de travail d'introspection personnelle. Identifier correctement son propre profil, ça peut prendre des mois, voire des années. En tant que débutant, on pourrait facilement se méprendre en confondant notre profil avec celui que nous aimerions avoir, par exemple, ou en identifiant des comportements superficiels plutôt que les motivations profondes qui définissent véritablement chaque profil. Cette complexité, elle signifie que nous ne pourrions pas typer les autres, surtout sans une compréhension approfondie de leurs motivations intérieures. Les raccourcis et les stéréotypes, du style « tous les profils 8 sont des leaders dominants », ça manquerait beaucoup de nuances essentielles qui rendent l'énéagramme véritablement utile. Enfin, l'énéagramme n'est pas destiné à enfermer les personnes dans des cases. L'objectif ne serait pas de tous nous réduire à un chiffre ou de justifier nos comportements problématiques par un profil, du style « c'est normal que je sois colérique, c'est parce que je suis un profil 8 ». Non. Au contraire, l'énéagramme nous invite à développer la conscience de nos patterns automatiques pour ensuite choisir plus librement d'autres réponses. En tant que profil 6, par exemple, je pourrais reconnaître ma tendance à l'anxiété et au doute, non pas pour m'y résigner, mais pour développer ma capacité à faire confiance et à prendre des décisions avec plus de sérénité. L'utilisation saine de l'énéagramme cultive la compassion envers nous-mêmes et les autres, tout en nous encourageant à aller au-delà des limitations habituelles. L'énéagramme nous aide à voir où nous sommes coincés pour que nous puissions en prendre conscience, premièrement, et ensuite de voir nos comportements qui se traduisent cette situation pour que l'on puisse prendre du recul et agir différemment. L'énéagramme, en étant correctement compris, se révèle comme une cartographie riche et nuancée de connaissances de soi. Il n'est ni une panacée universelle, ni un simple gadget. Il offre un modèle complexe de la psyché humaine pour ceux qui acceptent d'explorer ses subtilités avec patience et honnêteté. Le but de cette vidéo, en clarifiant ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, est que nous puissions l'utiliser de manière éclairée, en évitant à la fois l'idéalisation naïve ou le rejet cynique. Merci pour votre attention.